va commencer. Bonjour à tous. Pour se présenter, peut-être pour commencer, Juliette Fropier, je suis chef de projet intelligence artificielle au sein de l'Ecolab, donc au sein du ministère de la Transition écologique. Et Mathieu Porte, bonjour, je suis coordinateur des activités d'intelligence artificielle de l'IGN. Voilà, donc avec Mathieu, on a souvent l'occasion de se croiser et aujourd'hui, dans le cadre de cette journée de la donnée, on nous a demandé d'animer une masterclass sur l'intelligence artificielle. Alors, dans la salle et à distance, je pense qu'il peut y avoir un peu tous les niveaux de compréhension de l'IA. Donc, c'était plutôt dans une volonté d'acculturation, de parler de ce que c'est, de démystifier. Et on m'a demandé d'être le plus illustratif possible. Donc j'ai pris pas mal d'exemples, vous verrez, pas de notre quotidien, mais qui sont assez parlants. Alors d'abord, pour replacer un peu le contexte, parler de l'administratif, on a une grande stratégie nationale intelligence artificielle qui, comme le sujet IA est transversal, concerne tous les ministères, mais notamment le nôtre. Cette grande stratégie nationale, elle vise à la fois à accroître le nombre de talents formés, accélérer notre potentiel de recherche et développement, et derrière aussi à diffuser du coup les technologies d'intelligence artificielle au sein de l'économie sur 4 axes qui ont été identifiés comme prioritaires pour la France et comme pouvant être différenciants pour notre économie. L'IA embarquée, donc l'IA qui est installée sur des capteurs par exemple, des appareils, des composants. L'IA de confiance, l'IA frugale. Donc l'IA frugale, c'est le sujet qui va nous intéresser le plus. Donc c'est le développement et le déploiement d'IA peu gourmandes en énergie et en données au service d'objectifs de décarbonation, de transition écologique et énergétique des territoires. Et puis ce dont on parle beaucoup en ce moment, et on ne fera pas la passe dans cette présentation, l'IA générative et les grands modèles de langage. Nous, plus particulièrement, au sein du ministère, on a voulu adopter une feuille de route IA et transition écologique qui est sortie pour la première fois en 2021 et qu'on a actualisée avec les développements ultra rapides de l'intelligence artificielle fin 2023. Elle contient 5 axes. Je vais les dire rapidement, mais le premier axe, c'est l'axe socle. Pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de données. On a besoin de données de référence qui soient de qualité et qui soient interopérables. Et pour ça, on a des grandes initiatives. Par exemple, vous avez été présenté ce matin écologie.data.gouv.fr. Ensuite, on a 3 axes qui visent à adresser tous les acteurs en fait, de la transition écologique, donc les collectivités, les territoires, avec un appel à projet qui s'appelle démonstrateur d'IA frugale au service de la transition écologique dans les territoires, dont on a aussi un peu parlé ce matin avec Lyon et la région Centre-Val de Loire. On cherche aussi à soutenir les écosystèmes innovants, donc c'est-à-dire les entreprises qui font de l'IA pour la transition écologique. L'axe 4, c'est nous, c'est nos services. Comment est-ce qu'on peut développer des projets d'IA au service de la transition écologique ? Et le dernier, c'est un axe très transversal. C'est tous ces projets, c'est très bien. On fait de l'IA à beaucoup d'endroits en ce moment, pas que dans notre ministère, dans les entreprises, dans le public. Mais il faut qu'on puisse évaluer tous ces projets au regard d'une analyse coût-bénéfice environnementale. Et donc, comment est-ce qu'on améliore cette prise en compte des impacts environnementaux ? L'appel à projet, pour dire rapidement, je trouve qu'il illustre assez bien l'ensemble des potentiels de l'IA pour la transition écologique et ils sont très larges. Ils vont, par exemple, de la gestion de l'eau, la réduction des fuites d'eau dans les réseaux d'eau, la prise en compte des problématiques de zéro artificialisation nette, un observatoire des mobilités et ils sont finalement multi-territoires, à la fois territoires urbains et ruraux. Ils peuvent adresser de multiples problématiques, à la fois pour mieux connaître son territoire et pour mieux prédire les dynamiques qui sont à l'œuvre dans un territoire. Alors, maintenant, on va rentrer dans le technique. Comment on parle d'IA, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui et en quoi c'est différent de l'informatique traditionnelle. Alors, en informatique traditionnelle, ce que je vais mettre à gauche, généralement, on avait des données, on définissait notre programme de traitement et à la fin, on avait des résultats. Donc, on donnait à l'ordinateur le moyen d'analyser ces données. De dire, par exemple, on a cette dimension avec cette dimension, tu vas l'analyser de telle manière et ça va dire que si on a telle dimension, par exemple, c'est tel objet, c'est telle classe d'objet, etc.
Dans le cadre de l'intelligence artificielle, ce qui change, c'est que cette fois-ci, on n'a pas le programme de traitement et le programme de traitement va être appris par un ordinateur. On va lui donner les données, on va lui donner un objectif potentiellement et il va apprendre lui-même son programme de traitement. Par exemple, un exemple qu'on cite souvent, c'est reconnaître des images de chiens et de chats. Dans l'intelligence artificielle, on va prendre plein d'images, des milliers d'images de chiens et de chats. On va les labelliser chiens et on va les labelliser chats. On va donner ces dizaines de milliers d'images à l'ordinateur et c'est l'image lui-même qui va inférer comment reconnaître une image de chien ou de chat. On ne lui donnera pas la manière de comprendre comment il s'agit d'un chien ou d'un chat. On ne lui donnera pas, par exemple, il faut reconnaître une telle taille d'oreille, il faut reconnaître qu'il y a des moustaches ou non, etc. Non, c'est l'ordinateur lui-même qui va inférer le programme de traitement. Et derrière, comment ça se passe? Avec ces dizaines de milliers d'images, de données, on va séparer donc une partie de données, par exemple 75% des données, en données qu'on appelle vraiment d'entraînement, qui vont servir à entraîner le modèle et à comprendre du coup la tendance qu'il y a derrière ce modèle pour inférer le programme de traitement. Et après, on va tester notre modèle. Par exemple, on prend 25% de la dizaine de milliers d'images qu'on a et on va regarder à chaque fois, est-ce que notre modèle il a prédit correctement qu'il s'agissait d'une image de chien ou d'une image de chat. Le modèle il peut potentiellement se tromper parce que quand il a appris avec des images, elles ne représentent pas forcément tous les cas possibles qu'on peut trouver sur une image de chien ou de chat. Il y a énormément d'espèces de chiens ou de chats, donc possiblement le modèle pourra se tromper et ça nous donnera donc la précision du modèle qui peut être par exemple à 90%, 80%. Donc ça veut dire que dans 80% des cas, le modèle comprend effectivement que c'est bien un chat ou c'est bien un chat dans l'exemple que je vous présente. Une fois qu'on a fait ça, cet entraînement et ensuite ce test, c'est là seulement, une fois qu'on est satisfait donc de la précision du modèle, qu'on va passer à la phase d'utilisation, qu'on appelle souvent inférence. Et donc c'est là, par exemple, qu'on va donner une image qui n'est pas labellisée, dont on ne sait absolument pas donc, si c'est un chien ou si c'est un chat, qu'on va lui donner l'image, et c'est là que l'ordinateur du coup va vous dire, va vous la classer directement. Et donc ça permet derrière, une fois qu'on a fait toute cette phase d'entraînement, d'automatiser et de ne plus avoir à faire nous-mêmes la classification ou une prédiction. Ok. J'espère que c'était clair. Et maintenant, je voudrais illustrer ça. Et comme on m'a demandé d'illustrer avec des exemples simples, je voudrais l'extrait avec des pingouins et avec 3 espèces de pingouins. Donc, avec un jeu de données qui est très régulièrement utilisé en machine learning, qui est un jeu de données où on a 333 pingouins qui ont été enregistrés par des scientifiques. On a enregistré donc leur espèce, l'île sur laquelle on les avait enregistrés, leur genre, leur poids, leur longueur des pattes, leur longueur de bec et leur profondeur de bec. Les scientifiques, eux, ils sont assez facilement capables de déterminer donc de quelle espèce il s'agit. Pour des novices comme nous, c'est beaucoup plus compliqué et on ne peut pas simplement regarder le poids ou simplement la longueur du bec, simplement la profondeur, parce qu'en fait, on voit que les différentes caractéristiques, à chaque fois, elles se recoupent. Donc, elles ne permettent pas simplement de dire une règle. Dans ce cas-là, on va utiliser, vu que la longueur du bec est plus petite que ceci, ça veut dire que forcément, c'est telle espèce, etc. Et donc, pour ça, on va entraîner un petit modèle. Là, on n'est pas sur des modèles d'IA générative, pour vous dire que l'IA, ce n'est pas des modèles d'IA générative. On va entraîner un petit modèle qui est basé sur la logique de la régression logistique. Donc, une régression linéaire, par exemple, c'est un modèle d'IA. Ça permet de prédire. On a des données et à partir de ça, on prédit où est-ce qu'on va se situer sur une tendance qui est plutôt linéaire. Ici, c'est une tendance où, par exemple, on veut classifier si c'est une espèce de pingouin ou une autre. Et donc, on va dire que on va classifier les pourcentages de chances que ce soit une espèce de pingouin ou une autre. Mais on voit au milieu que ça peut être aussi bien l'une ou l'autre. Donc ça, par exemple, si on mettait le poids sur l'axe des X, on a donc les 2 espèces sur l'axe des Y. Et sauf que là, du coup, on a plusieurs paramètres X, vu qu'on a plusieurs paramètres qui sont liés donc, à nos pingouins. Donc, du coup, pour faire ça, je me suis amusée ce week-end à coder un petit modèle de régression logistique. Tout d'abord,
Comme je voulais aussi mesurer l'impact carbone qui est lié du coup à ce petit modèle, j'ai installé Code Carbone, qui est un package Python qui me permet de suivre du coup la consommation énergétique de mon modèle, puisque c'est important donc de suivre les impacts qui sont liés à nos modèles. Et ensuite, vous voyez, donc là je continue à installer mon modèle, ça va aller vite. Donc ça c'est mes données, les différentes données. Il y a 5 exemples. Donc ensuite, je vais enlever l'île et le genre parce que ça va me servir à rien. Et puis, je vais remplacer donc mes espèces en 0, 1 ou 2, puisque comme ça sera compris par l'ordinateur. Donc là, je les ai remplacés, j'ai enlevé le nom des espèces, j'ai remplacé par 0, 1 ou 2. Après, je vais séparer donc 30% qui vont servir à mon test, 70% de mes données qui vont servir à entraîner mon modèle. Et à la fin, ce que je veux vous montrer, c'est ce que j'ai réussi à prédire. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris 70% de mes données initiales. Donc, j'avais 333 données initiales, donc environ 222 enregistrements qui ont été utilisés pour entraîner mon modèle. Et ensuite, environ 111 données qui ont été utilisées pour tester. Et donc, sur ces 111 données qui ont été utilisées pour tester, vous voyez, à gauche, nous avons le vrai label, donc la vraie espèce qui avait été notée par les scientifiques. Et en bas, on a, c'est ce qu'on appelle une matrice de confusion qu'on réalise généralement après avoir entraîné un petit modèle comme ça d'IA. Et on voit qu'en fait, j'ai très bien prédit à chaque fois, en fonction de mes paramètres, de quelle espèce il s'agissait. Bon, là, c'était un peu facile parce que ce dataset, ce jeu de données, il est utilisé dans les écoles pour apprendre comment est-ce qu'on fait des modèles d'IA. Donc, c'était un modèle plutôt simple. En quoi c'est intéressant, en fait, ce type de modèle ? Donc là, j'ai parlé de pingouins, mais c'est utile, par exemple, pour accélérer les audits énergétiques dans les bâtiments publics et pouvoir prédire donc quel audit on aura sur un bâtiment en particulier en fonction des caractéristiques de ce bâtiment. C'est aussi utile, du coup, pour prédire en fonction de l'historique du réseau d'eau, des infrastructures, des réparations qu'on a pu faire, grâce à toutes les données historiques qu'on peut avoir sur ces infrastructures, quand est-ce qu'il va falloir maintenir du coup ces réseaux, ces infrastructures. Utile aussi puisqu'on extrait des tendances, ça nous permet d'identifier là où est-ce qu'il peut y avoir des anomalies par rapport aux tendances qu'on a fait ressortir donc, dans nos modèles d'IA, dans des consommations, dans des contrôles, et de compléter des données qui sont partielles parce que par exemple pendant un moment il y a un capteur qui a été défectueux et donc on va compléter ces données ou alors on va prédire des fréquentations, des consommations. Pour aller un peu plus loin, j'ai pris un autre exemple qui est l'exemple de reconnaître des espèces de fleurs. Donc avant, j'étais sur des données numériques et maintenant, je suis sur la donnée plus difficile à utiliser, qui est de la donnée image. Et donc, j'ai utilisé 4322 photos de fleurs réparties en tulipes, roses, tournesols, pissenlits ou marguerites. Et comme stratégie pour du coup reconnaître à chaque fois sur ces photos, parce que par exemple, je ne sais pas si vous utilisez des applications qui sont disponibles sur smartphone pour reconnaître telle ou telle plante. Est-ce que devant vous, vous avez un chêne, quel type de plante vous avez, quel type d'arbre? Et ça, en quelque sorte, j'essaye de créer un petit modèle pour juste 5 espèces, mais il existe aujourd'hui des plus gros modèles pour toutes les espèces de plantes, d'arbres, de fleurs, etc. et qui utilisent derrière donc des réseaux de neurones convolutifs qui vont d'abord analyser l'image, extraire des informations de l'image grâce à un enchaînement de filtres, c'est ce qu'on appelle les convolutions. Puis, une fois qu'elles ont extraites de la donnée, donc des pixels de ces images, c'est là qu'on va avoir un petit réseau de neurones artificiels pour ensuite classifier donc, ces images en 5 classes, dans mon cas, beaucoup plus de classes quand c'est des applications que vous utilisez qui sont capables de calculer jusqu'à des milliers d'espèces de plantes. Voilà, donc j'ai fait ça. Là, au début, je vous montre rapidement les données qui sont derrière. Donc en fait, c'est des données qui ne sont pas très propres, pas très clean. Elles ne sont pas toutes la même dimension. Donc là, par exemple, c'est les marguerites. Donc il va falloir redimensionner ces images. Et ce qui est important de noter, c'est qu'au départ, pour classifier du coup ces images, il a fallu quand même une intervention humaine. Une IA ne se fait pas sans intervention humaine au départ, puisqu'on a bien besoin de données d'entraînement et de tests qui ont été correctement classifiées.
Donc on voit que parfois le sujet, c'est-à-dire la fleur, n'est même pas le sujet principal de l'image. Et donc pour avoir des images correctement classifiées, ça nécessite des humains qui font ça derrière. Et je ne sais pas si ça vous rappelle, par exemple, quand vous voulez accéder à un site et qu'on vous demande de vérifier que vous n'êtes pas un robot et que vous dites là, il y a un bus dans cette image, là, il y a un bus, vous faites gratuitement, finalement, cette classification pour des gens qui entraînent donc des réseaux de neurones sur des images et qui ont besoin donc de données d'entraînement correctement classifiées. Voilà. Donc, je vous ai montré les 5 classes avec les images qui sont derrière. Et rapidement, donc là, je vais encore entraîner un modèle, cette fois-ci sur un GPU et non un CPU, qui est un processeur qui est un peu plus performant. Et vous avez un exemple, j'ai recadré toutes les images pour qu'elles aient exactement la même dimension et qu'on puisse les analyser de la même manière. Et après, donc, j'ai réparti ces images, 10% qui vont me servir à tester, et 90% qui vont me servir à entraîner. J'ai mis un petit réseau de neurones avec 2 couches de convolution et 2 couches ensuite linéaires de réseau de neurones. Donc là, l'entraînement en tout, il a pris environ 1 heure. Hop. Du coup, je fais un fast-forward à la fin de l'entraînement. Et on voit à la fin que ma précision, elle n'est pas si incroyable, elle est de 61%, mais elle est mieux que le hasard. Donc elle me permet, sur mon échantillon de test, de deviner le bon label de l'image dans 61% des cas. Donc par exemple, ici, je montre des exemples où parfois on voit effectivement que le modèle s'est trompé parce que comme effectivement on recadre l'image, il peut arriver que le sujet qui est intéressant sorte de l'image ou alors que l'image soit trop de mauvaise qualité, trop zoomée, on ne sait pas. Et en fait, finalement, le modèle est donc capable de se tromper. Voilà, et j'ai quand même réalisé une petite aussi étude pour savoir la consommation énergétique qui était liée au fait que j'ai entraîné ce petit modèle sur 5 classes d'images, donc en utilisant un GPU pendant 1 heure, donc qui est un NVIDIA Tesla T4, c'est équivalent à 50 mètres en voiture. Donc aussi 9,75 grammes de CO2. Et l'intérêt, donc, c'est de, par exemple, tu vas en parler notamment pour l'IGN qui utilise des technologies de computer vision. Ça permet aussi, si on a des capteurs qui sont sur la voirie, de repérer du coup quelle tendance de mobilité on a, combien de voitures, combien de piétons, combien de vélos par exemple. Ça permet de détecter des départs de feux de forêt, de compter des espèces, etc. Merci. Alors, je vais essayer effectivement de vous raconter les manières dont prennent place aujourd'hui dans des productions de l'IGN ces systèmes d'intelligence artificielle. Juliette exposait, en fait, pour reprendre un peu l'historique, on a vu comment marchait la logique de l'apprentissage machine et en quoi c'est différent comment c'est une manière particulière de produire des algorithmes, comment est-ce que ça diffère du fait d'essayer de les coder explicitement. Et tu as montré l'utilisation sur des tâches de traitement d'image, par exemple. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est très récent que la logique de l'apprentissage soit performante pour faire des tâches comme du traitement d'image. Très très rapidement, mais en fait, quand on a pris l'exemple des pingouins tout à l'heure, on avait peut-être 4, 5, 6 variables d'intérêt. Dès qu'on commence à traiter des images, le nombre de variables en jeu, c'est autant que vous avez de pixels sur une image. Donc ça peut déjà vite monter en centaines de milliers, en millions de variables qui sont à combiner dans l'algorithme que vous cherchez à faire. Donc un algorithme comme là, celui qui va passer d'une image aérienne à une carte de couverture des sols, c'est une fonction mathématique. Il y a une fonction quelque part qui passe d'une image aérienne à une carte d'occupation des sols, mais elle est très complexe. Elle est beaucoup plus complexe que celle qui permet de donner l'espèce de pingouin à partir de quelques variables. Et donc, pour arriver à faire ça, il a fallu, ça a explosé dans les 10 dernières années, en gros, 10-15 dernières années avec l'apprentissage profond. Il a fallu qu'on se dote de modèles qui étaient capables d'avoir cette richesse expressive-là, qui était capable d'aller capturer des fonctions complexes comme ça, sur des objets pas simples comme les images, et avec derrière pas mal d'exigences en termes, pour caler ces modèles-là, en termes de volume de calcul, c'est pour ça qu'on a utilisé les processeurs graphiques, en termes de volume de données d'apprentissage, et ça, je vais avoir l'occasion d'y revenir. Mais concrètement,
comment est-ce que du coup ces techniques de vision par ordinateur, d'analyse d'image trouvent leur place? Quand on veut faire une analyse d'occupation des sols, donc là vous avez un exemple de sortie de modèle. Donc c'est des versions un peu plus étoffées, mais de ce qu'on a vu avant, de réseaux de neurones convolutifs qui vont prendre des images en entrée et qui vont sortir une carte en ayant à chaque pixel une classe parmi une quinzaine différentes, bâtiments, surface d'eau, différents types de végétation, etc. Et de la même manière, donc, vous allez constituer des centaines de milliers d'exemples d'images où vous avez une carte bien faite de couverture des sols et entraîner votre modèle comme ça. Et à la fin, vous avez des modèles qui sont capables de prédire de cette manière-là des occupations du sol à la résolution native de l'image. Et à partir de ça, il y a plein de petits défauts. Si on zoomait un peu, on verrait plein de soucis. Mais c'est ça qui va nous servir de point d'appui, plutôt que de travailler directement avec l'image au départ. Ça va nous servir de point d'appui pour aller produire une donnée de référence, comme l'occupation et la couverture des sols à grande échelle. En partant de là, en croisant avec d'autres bases de données, avec d'autres sources qui amènent une information complémentaire. Mais là, on a extrait ce qu'il y avait à extraire essentiellement de l'image, du capteur. Et ça, c'est la promesse, nous, de l'IA, elle est beaucoup là-dessus. Elle est dans avoir ce genre-là de description, de sémantique, de façon systématique. Sur le territoire national, partout où on a le capteur, avoir ce niveau de description. Et ça, c'est super. Ça nous permet de passer à l'échelle, d'aller beaucoup plus vite mettre en place des nouvelles capacités de description du territoire. Mais il y a une condition, et je vais bien... Ouais. Je voulais quand même prendre le temps de parler des données d'apprentissage. En fait, c'est un point qui est absolument clé quand on commence, en particulier là, à rentrer sur ces techniques d'apprentissage profond. Je disais, on est avec des millions de paramètres en jeu ou des milliards quand on est sur les plus gros trucs. Et en fait, du coup, il faut énormément de données pour caler ces modèles. Concrètement, pour donner quelques ordres de grandeur, entraîner un modèle qui sert à faire, qui va servir à prendre des images aériennes de toute la France pour l'occupation des sols, ça a nécessité de constituer à peu près 100 000 patch 100 000. Donc vous avez en bas à gauche, là, vous avez des images aériennes, du rouge, du vert, du bleu, de l'infrarouge et un modèle d'élévation. Et puis les labels, c'est-à-dire des choses qui ont été faites par des humains pour vous dire, sur cette image-là, la vérité de la notation, la vérité de la couverture des sols, c'est ça. Ça, il faut le faire, disons, 100 000 fois. Il faut le faire sur à peu près, on doit le faire sur des échelles de l'ordre de 1000 km². C'est significativement moins que le territoire national, mais c'est quand même beaucoup. Mais il y a ce jeu d'échelle-là qui est en jeu. Et il faut réussir à le faire d'une manière qui va couvrir la diversité du paysage français, à la fois des conditions bioclimatiques, de l'aspect des bâtiments, des conditions également d'acquisition. Les photos sont prises à différentes périodes de l'année, en différentes conditions météorologiques, de luminosité, différentes heures. Tout ça va contribuer à la variation et il faut que votre modèle ait vu de tout ça pour arriver à s'en sortir. Et donc concrètement, on va avoir toute une stratégie pour aller chercher dans différents départements, différentes prises de vue aériennes, des zones urbaines, des zones rurales, des zones forestières, agricoles, naturelles, etc. Et puis dedans, là encore, annoter du coup par paquet d'un kilomètre carré des patchs là. Et à la fin, vos modèles travaillent à l'échelle des petits carrés que vous voyez là. Mais il y a tout un art pour passer de ces petits carrés-là, ces petits patchs à l'échelle desquels travaillent les modèles d'intelligence artificielle et l'échelle à laquelle ils doivent être appliqués, à savoir un territoire national tous les 3 ans dans le cadre du suivi de l'occupation des sols. Donc voilà, ça c'est inévitable. Ça, pour réussir à faire de l'intelligence artificielle, il faut des jeux de données massifs, diversifiés et de qualité. Il n'y a pas tellement de voies de contournement de cette chose-là pour arriver à faire des choses qui soient fiables, performantes aussi. Et puis, ouais. Alors, donc je voulais vous donner un autre exemple pour dire que cette logique-là se généralise même. En fait, je vous ai donné l'exemple de l'occupation des sols, mais en fait, on trouve de l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle et vous pouvez envisager d'autres choses autrement qu'en analyse d'image. Ça va être encore des logiques de vision par ordinateur. On va encore avoir des réseaux de neurones profonds, un peu différents. Et là, je vous prends le cas de la donnée 3D. Donc aujourd'hui, dans la couverture en LiDAR HD faite par l'IGN, vous avez une classification des nuages de points qui est faite en disant à chaque point est-ce que c'est un bâtiment, est-ce que c'est du sol, des surfaces d'eau, etc. Et là encore, une des manières d'obtenir cette classification, c'est d'entraîner des réseaux de neurones profonds sur une logique d'apprentissage pour obtenir ça. Et ça marche
bien, très bien même. Mais ça marche d'autant mieux qu'on a des jeux de données massifs, diversifiés, de qualité pour travailler là-dessus. Voilà, et ça, dès que vous avez des tâches un peu de description du territoire, ces techniques-là de vision par ordinateur ont une richesse expressive que n'avaient pas toutes les autres méthodes de traitement d'image dont on pouvait disposer. Donc ça, il y a une richesse et une force qui est quand même difficilement égalée par d'autres méthodes automatiques. Ok. Maintenant, pour passer peut-être à une dernière illustration des potentiels de l'IA, on va revenir finalement à des choses qui nous concernent plus après les pingouins et les fleurs, même si ça nous concerne aussi. Finalement, après cette journée, on peut se poser la question j'espère que non, mais en quoi la donnée est-elle importante pour la transition écologique? Et on peut vouloir avoir une réponse qui soit bien sourcée et qui fasse appel à des ressources en lesquelles on a confiance. Pour poser cette question et pour se baser sur des ressources en lesquelles on a confiance, on peut vouloir utiliser une stratégie qui s'appelle la génération augmentée par extraction ou Retrieval Augmented Generation en anglais. Et donc, ce qu'il y a derrière cette technique qui commence à se généraliser aujourd'hui, c'est qu'on va poser une question à un agent conversationnel, que cette question va être remontée pour extraire du coup les domaines sur lesquels on recherche de l'information, qu'ensuite du coup on va interroger une base de connaissances, ce qui est mis en haut à droite, pour ressortir du coup l'information qui est pertinente dans le contexte de notre question. Et ensuite, grâce du coup à la question qu'on a posée et au contexte enrichi par nos bases de connaissances sur laquelle on a bien indiqué que c'est seulement sur ces bases de connaissances qu'on veut que la réponse soit basée, on va utiliser ce qu'on appelle un grand modèle de langage ou un large language model pour faire une synthèse du coup qui nous permet de répondre à cette question. Derrière, ce qu'il y a en bas à droite, c'est Large Language Model, c'est grands modèles de langage. Bien finalement, c'est aussi des réseaux de neurones. Mais c'est des beaucoup plus grands réseaux de neurones que ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire de la reconnaissance d'images avec mes 5 fleurs. Par exemple, le Bloom, qui est un modèle qui est une initiative partagée de chercheurs. Donc, je vous disais, moi, c'est deux couches de convolution et 2 couches de réseau de neurones. Là, c'est 70 couches de neurones. 1,6 téraoctets de données, donc des données qui sont disponibles en ligne, par exemple des données de Wikipédia. Ça a pris 117 jours pour être entraîné par rapport aux 1 heure qu'il m'a fallu pour entraîner mon petit réseau de neurones et 384 GPU quand de mon côté j'en ai utilisé qu'un et à la fin du coup l'empreinte carbone bien sûr est bien plus élevée alors que moi j'étais de l'ordre de quelques grammes de CO2, je vous l'ai dit, 50 mètres en voiture, c'est ici donc 30 tonnes de CO2 équivalents qui ont été émis dans le cadre de ce modèle Bloom qui est un des modèles qui pourtant est le moins émissif en CO2, notamment parce qu'il a été entraîné en France et donc l'intensité carbone du réseau français est beaucoup plus faible. Je crois que tu avais aussi une statistique sur le coût. Ouais, c'était en fait, si on prend le cas de GPT-4, du coup, qui est utilisé dans ChatGPT, que vous connaissez vraisemblablement, les ordres de grandeur estimés donc une des choses qui est importante, c'est que c'est estimé parce qu'en fait on n'a pas de transparence sur ce que fait OpenAI, c'est très secret, mais donc le plus gros là, qui est indiqué, on estime que l'entraînement a coûté autour de 80 millions de dollars. Donc on est sur ce genre d'investissement-là pour entraîner ces large language models, les plus importants présents sur le marché. Ok. Et donc, une fois qu'on a posé ça, donc notre large language model et notre technologie de RAG, de Retrieval Augmented Generation, on peut l'utiliser pour poser des questions et donc pour poser des questions sur des bases de connaissances qui nous semblent de qualité. Par exemple, ici, je vais poser une question sur Climate Q&A qui est donc basée uniquement sur les rapports du GIEC et de l'IPBES, IPBES qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et donc, il va me répondre en me sourçant à droite les rapports du GIEC qui permettent de répondre à la question en quoi les données sont-elles importantes
pour la transition écologique. Donc la réponse est donnée assez rapidement et elle est plutôt de qualité. Et on peut essayer la même chose donc sur l'outil qui s'appelle maintenant Sophia, qui est donc développé avec les équipes de l'ADEME, du CEREMA et d'Equimetrix. Et vous avez des représentants dans la salle si jamais vous avez questions sur cet outil en particulier. Et vous voyez qu'ici encore, la réponse est de qualité et basée à chaque fois sur les publications de l'ADEME et du CEREMA. Voilà, et donc l'intérêt finalement, au-delà de répondre à des questions en se basant sur des sources qui sont de référence sur le domaine de la transition écologique, sources qui sont françaises, dans le cadre par exemple de l'ADEME ou du CEREMA, ou qui sont reconnues à l'international dans le cadre de l'IPBES et du GIEC, c'est aussi d'analyser des documents complexes et donc de permettre par exemple de reconnaître des structures au sein d'un document, faire des recherches intelligentes dans un document, aider à la rédaction de documents, sensibiliser aux enjeux écologiques en posant des questions où on peut indiquer si on se place plutôt dans une posture d'expert, de grand public, d'enfant, pour avoir du coup derrière des réponses qui sont adaptées à notre niveau de compréhension, ou rechercher de l'information dans un corpus documentaire, synthétiser des consultations. Ça, synthétiser des consultations, c'est un cas d'usage sur lequel on est en train de travailler avec des équipes d'Inoco qui me semble sont aussi dans la salle, donc si vous avez des questions, elles pourront bien sûr y répondre. C'est l'idée qu'aujourd'hui on a des agents qui passent beaucoup de temps à lire donc, les consultations publiques qu'on a dans nos sujets du ministère sur énormément de sujets et qu'on peut vouloir extraire plus rapidement. Donc les avis qui sont en faveur, contre, neutre, indécis, avoir des idées des pourcentages, mais aussi faire ressortir les tendances pour permettre à l'agent d'accéder à un commentaire détaillé assez rapidement sur comment se positionnent les avis sur tel ou tel arrêté. Et donc on commence avec un projet d'arrêté qui concerne le loup. Donc voilà, il y a beaucoup d'avis exprimés, 4377, qui vont un peu dans tous les sens. Tu veux conclure Non, on peut faire à deux voix, je pense. Moi, je voulais insister sur l'importance de faire écosystème. Alors, notamment, c'est des sujets qui sont quand même complexes. Les systèmes techniques qui sont en jeu dans l'intelligence artificielle sont complexes, pas au sens de compliqués, mais au sens de ils font vite intervenir beaucoup d'acteurs, beaucoup de techniques différentes. Et donc il y a une petite marge quand même pour y rentrer. En plus, ça évolue très vite. En plus, voilà. Et comme notamment ici, on va partager beaucoup de sujets et de techniques dans ce qu'on regarde autour de l'intelligence artificielle, il y a quand même un intérêt assez fort à faire communauté. Il y a une chose qui est au-delà de l'appel un peu général qu'on peut avoir et qui est toujours bon à avoir, hein, de mettre ensemble des bonnes pratiques et des choses comme ça. Dans le cas de l'intelligence artificielle, il y a une opportunité de plus qui est que, en fait, on peut transférer littéralement des choses qui sont faites d'un projet dans un autre. Notamment, on peut transférer des modèles, on peut transférer des données d'apprentissage et qui vont servir de point de départ, qui ne vont pas être directement transférés et donner tout de suite la solution à votre problème, mais qui vont réduire la marche. Elles vont réduire ou bien le volume en données d'apprentissage, ou bien l'intensité en ressources de calcul nécessaires pour arriver à un résultat. Et parce qu'il y a déjà quelque chose qui a été compris, par exemple dans l'analyse d'images aériennes, par d'autres modèles sur d'autres tâches différentes mais proches. Et ça, c'est une opportunité un peu spécifique au monde de l'apprentissage machine et qui est vraiment une très bonne façon, à mon sens, de faire communauté. Alors, du coup, côté hygiène, on essaie d'alimenter ça. On a pas mal de diffusion de jeux de données d'apprentissage, de modèles, de choses pour faciliter le travail sur des actions d'intelligence artificielle d'autres acteurs. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Et puis, pour le reste... Ouais, aussi, si vous avez envie de partager, si vous faites partie du ministère, d'un des opérateurs du ministère, et que vous avez envie de partager, d'écouter en fait des projets qui sont lancés en intelligence artificielle, j'anime ce qu'on appelle un club de l'intelligence artificielle du pôle ministériel. On fait une session tous les mois pour présenter ces projets, favoriser le retour de bonnes pratiques et la mutualisation lorsque c'est pertinent de projets. Et je ne sais pas si tu as dit le troisième point. Et j'ai fait le troisième, mais je n'ai pas parlé du café hier. Et du dernier, voilà. Donc,
il y a effectivement parler des projets, montrer les aspects techniques des choses, partager des modèles, des données, des bases de données éventuellement. Mais derrière, je pense qu'il y a un intérêt pour tous les agents, pour toutes les personnes qui sont au sein de nos organisations, de sensibiliser et d'ouvrir des espaces de débat. Par exemple, il y a le Conseil national du numérique qui va commencer une initiative qui s'appelle Café IA pour ouvrir ces espaces de débat, pour s'en parler, pour former, mais à un tout premier niveau, mais aussi pour répondre à des questionnements qu'il peut y avoir sur les biais qui sont exprimés par ces modèles, sur les capacités, sur les risques, sur les enjeux métiers notamment. Donc c'est au sein du ministère, on va commencer aussi à ouvrir ces espaces de débat, et je pense que dans toutes les organisations, de toute façon, c'est important de s'en saisir. Voilà, je sais qu'il est... Ah oui, pour finir, est-ce que vous avez des questions? On est un peu en retard, mais si vous avez une ou deux questions, on peut peut-être y répondre. Et j'ai mis nos contacts si jamais vous voulez poursuivre la discussion. Alors, je vais poser une question. Ah. Encore en 5 minutes, on va prendre 2 questions. Je vais en poser une qui est assez intéressante, qui a été posée sur le chat. C'est au-delà de la couverture, est-ce que l'IA prédit aussi la classe usage du sol de l'OCSGE, c'est-à-dire aller plus loin que ce qu'on voit, grâce à la photo aérienne additionnée à des bases de données exogènes? Dans l'OCSGE aujourd'hui, l'IA ne contribue pas à l'usage des sols. Et après, est-ce que ça pourrait? A priori, il y a quand même pas mal de... Enfin, on ne peut pas inventer de l'information non plus. C'est-à-dire que si ça ne se voit pas du ciel, on a peu de chances d'arriver à détecter l'usage sur la photo aérienne. Bon, si c'est des choses que l'on arriverait à faire... Par exemple, avec un fichier DVF voilà, c'est plus déterministe de faire ça, mais... Ouais. Bah, en fait, la question est au départ un peu indépendante de l'intelligence artificielle. C'est quelle est la source valable de l'information? L'intelligence artificielle, elle sert juste à systématiser l'apport d'informations. C'est-à-dire si on considère que l'image aérienne est une bonne source, ça va permettre de déployer l'extraction de cette information-là à grande échelle. Mais si c'est pas la bonne source, c'est pas la bonne source. D'accord. Alors, qui va poser la question de la salle? Attention. J'aurais voulu savoir si l'IGN avait diffusait ou avait projet de diffuser et de construire des modèles fondamentaux, en fait. Les modèles dits fondation? Ok. Alors pour redonner un peu on appelle modèle fondation le fait que récemment, donc jusqu'ici globalement, la manière d'entraîner des modèles, c'est de dire sur une tâche d'intérêt comme l'occupation des sols, je vais travailler en construisant, comme ce qu'on a fait, une grande base d'apprentissage spécifique à ce problème-là, et je vais obtenir un modèle, et c'est lui que je vais injecter dans mon processus. Maintenant, il y a, notamment avec l'essor de modèles de langage, de plus en plus de modèles qui sont obtenus en faisant des pré-apprentissages avec très peu de supervision, avec pas de label notamment, donc avec des tâches un peu prétextes, mais qui nécessitent des assez gros corpus de données. Donc en texte, par exemple, en langage, on prend des grands corpus de texte et on masque une partie du texte et on apprend au modèle à reconstruire les parties manquantes. Bon, et il y a des choses un peu semblables en image. Et du coup, c'est assez récent que cette manière-là de faire soit plus performante, de partir de ce genre de modèle-là pour les spécialiser ensuite, que d'entraîner de zéro avec un bon jeu de données. Donc ça, maintenant, c'est le cas. Donc on commence à regarder ces choses-là. Aujourd'hui, ce qui nous tient lieu de modèle fondation, c'est pas par des méthodes du coup auto-supervisées, mais c'est ce qui a été entraîné sur l'OCS en fait. C'est le modèle issu de l'occupation des sols, parce qu'on avait eu là un jeu de données vraiment massif et très riche qui est à disposition. Hein. Et c'est ça qui nous sert aujourd'hui. Et on constate des gains quand on utilise ce modèle-là en transfert vers d'autres capteurs, vers d'autres tâches et tout ça. Donc déjà ça nous sert de base. Et là, on structure notre évaluation des modèles fondation, mais parce qu'on va vers ça. Et on aimerait aller vers des modèles fondation sur l'imagerie, les différents types de capteurs qu'on est amené à utiliser. Voilà, ça fait partie de nos sujets et attendez-vous effectivement à avoir des nouvelles de nous sur cet axe-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'autres diffusions que celles qui sont obtenues par des modes plus supervisés. Alors, le temps que Rudy Cambier s'installe, on a peut-être le temps d'une dernière question.
Sinon, il y en a une qui a été posée en direct de la Réunion sur est-ce que vous pouvez détecter les espaces naturels, agricoles et forestiers? Est-ce qu'on peut détecter les espaces naturels, agricoles et forestiers? Disons. Non, par contre, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Ça me semble rejoindre, ou alors je ne suis pas sûr de saisir la nuance, mais on est amené à suivre l'artificialisation des sols. Donc, mais ça, typiquement, disons que c'est un indicateur qui est quand même plutôt agrégé. C'est-à-dire on va travailler à détecter la couverture des sols avec l'intelligence artificielle, à lire l'image, mais ensuite on va consolider et croiser avec plein d'autres données pour obtenir l'information. Ici c'est artificialisé, ici c'est pas artificialisé. Je pense que pareil, l'information zone naturelle, agricole, forestière versus zone urbaine, du coup, c'est plutôt quelque chose d'agrégé et qui s'obtiendrait en construisant par-dessus des données obtenues par IA. Mais si on focalise sur un nombre réduit de classes, est-ce que c'est pas plus facile? C'est pas une question. C'est pas toujours si simple. Parfois, mettre trop peu de classes n'aide pas le modèle à comprendre la structure de ce qui est en jeu, et donc ramener des classes le guide un peu dans son apprentissage aussi. Mais il faut que ça soit des classes pas trop rares aussi, parce que sinon ça lui bride. La réponse est mitigée là-dessus. Merci beaucoup.